l'intéressait pas. C'était bien sûr une façon de dire « je suis profondément triste de ne pas être populaire ». Le mariage arrangé de Léopold II avec l'archiduchesse Marie-Henriette d'Autriche, alors âgée de 16 ans, est un désastre. Une femme de la haute société définit le couple en ces termes. Un garçon d'étable avec une nonne. La nonne étant Léopold. Le couple s'informe sur les choses sexuelles lors d'une visite chez leur tante Victoria et leur oncle Albert à Londres. Ils auront 3 filles. Leur seul fils décède à l'âge de 10 ans. Ils ne laissent pas d'héritier mâle. Au début de son règne, Léopold II proclame « J'ai l'ambition de rendre la Belgique plus grande, plus forte, plus belle ». Il est convaincu que le pays manque d'envergure. Léopold se plaignait que la Belgique était un petit pays, de petites gens. Lui, en revanche, n'était pas un petit roi. D'une part, il était de haute stature, mais surtout, il nourrissait une ambition démesurée pour lui-même. Il était blessé dans son orgueil de jouer un rôle relativement modeste au sein de la dynastie des Saxe-Cobourg. Il ne pesait pas lourd comparé à la reine Victoria ou à l'empereur d'Allemagne. Son objectif était avant tout personnel. C'est l'exemple même du souverain qui avait fait sien l'adage « l'État, c'est moi ». Et donc l'élévation de la Belgique impliquait forcément la sienne. À l'image de son père, Léopold II est convaincu que seule une colonie lui permettra d'atteindre la grandeur à laquelle il aspire. Léopold Ier a tenté des dizaines de fois d'en obtenir une, en vain. Son fils va y œuvrer avec plus de succès. Avant de monter sur le trône, Léopold envoie au ministre belge des Finances un morceau de marbre de l'Acropole gravé de l'inscription « Il faut à la Belgique une colonie ». Léopold II a vécu dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais il accusait 100 ans de retard sur son époque. La Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas étaient unanimes pour accepter qu'une colonie ne devait pas rapporter de l'argent en priorité à la mère patrie, mais que la métropole devait investir dans sa colonie et que les bénéfices éventuels devaient servir sur place à payer l'administration, l'armée et le maintien de l'ordre et profiter à la population locale. Léopold II, lui, était d'un tout autre avis. Une colonie devait rapporter de l'argent à la mère patrie et pas le contraire. Léopold ratisse la map-monde en quête d'une proie. Il essaie l'état du Sarawak, les Nouvelles-Hébrides, les îles Fidji et les Philippines en vain. Il ne lui reste pratiquement plus d'endroits à prospecter, hormis un seul. Au début du règne de Léopold II, le Congo est une région inexplorée par les Européens. Pour Léopold, c'est la dernière chance. Le Congo deviendra sa colonie, quel qu'en soit le prix. Un homme va permettre de réaliser cet objectif, Henry Morton Stanley. Après une adolescence en maison de correction, il devient l'explorateur le plus célèbre de son époque et l'un des plus impitoyables. Son expédition pour traverser l'Afrique d'est en ouest est la plus dispendieuse de tous les temps. En arrivant par l'est, Stanley pénètre, pour ainsi dire, par la porte arrière, au Congo. Il est le premier Européen à traverser le continent noir. Il parcourt 11 000 km à pied et en pirogue. Léopold est conscient que si Stanley réussit, le Congo sera accessible. Au XIXe siècle, Londres est l'épicentre du colonialisme. Au Claridge, Léopold reçoit des explorateurs, des géographes et des généraux pour les convaincre de l'intérêt de son aventure congolaise. Il rend visite à sa tante Victoria et lui fait également part de ses plans. J'ai rencontré les personnalités les plus motivées à apporter la civilisation en Afrique. De retour en Belgique, il organise une conférence géographique. Il transforme son palais en hôtel de luxe pour héberger les congressistes et supervise les moindres détails. Il déclare que ses objectifs en Afrique sont charitables et philanthropiques. Le Congo bénéficiera de tous les bienfaits de la civilisation et du christianisme.
Comme il se trouvait dans un pays catholique, il en a profité pour prétendre qu'il voulait contribuer à la propagation du christianisme. Or, on sait qu'il n'était pas un catholique convaincu. Mais bon, ça c'est une affaire privée. Chaque congressiste reçoit un portrait du roi. En flattant leur snobisme, Léopold s'attache leur soutien. Dès que Léopold apprend le succès de la traversée africaine de Stanley, il s'empresse d'agir. Dans une lettre adressée à un conseiller, il dit qu'il ne veut rien perdre de ce magnifique gâteau africain. Aujourd'hui, Stanley est aussi détesté que Léopold à Kinshasa. En 1887, Stanley est l'homme dont le roi a besoin. Sous le couvert d'un organisme humanitaire baptisé l'Association internationale africaine, Léopold engage Stanley afin de préparer le Congo au règne d'un roi. La réputation de Stanley est celle d'un bâtisseur, d'un pacificateur, d'un constructeur. En réalité, ce qu'il a fait, c'est d'abord de casser, de briser, de détruire tout ce qui existait avant. Et à la place, c'est vrai qu'il construit quelque chose de nouveau, une logique marchande et une logique politique. Et ce nouveau système, il le met au service de l'Occident, et en particulier au service du roi Léopold II. Stanley crée un réseau de bateaux-vapeurs, construit des routes et des ponts, et même un tronçon de voie ferrée. On le surnomme rapidement Boula Matadi, le briseur de pierres. Léopold transforme la bienfaisante Association internationale africaine en compagnie commerciale. La nouvelle association congolaise est strictement tournée vers le profit. Il écrit à un conseiller: il faut prendre garde à ne pas faire ressortir que l'association du Congo et l'association africaine sont deux choses différentes. Le public ne saisit pas cela. Les exigences du roi ne s'arrêtent pas là. Il lui faut des traités officiels pour prouver que le Congo lui appartient bel et bien. Stanley est chargé d'obtenir coûte que coûte la signature des chefs indigènes. Les hommes de Stanley versent des pots de vin ou agissent par ruse pour obtenir l'assentiment des chefs congolais. Ils prétendent même que l'homme blanc a le pouvoir sur le soleil. Léopold II manquait de scrupules, mais il a compris qu'il avait besoin d'un voile de l'égalité. Et Léopold était un fin renard. Il a fait des recherches sur les précédents coloniaux. Il a lu les accords signés par les sultans de Sarawak et les Indiens d'Amérique du Nord. Il a même lu les traités que les Britanniques avaient fait signer en Inde. Il a compris que si d'aventure on venait remettre en cause son autorité sur les territoires colonisés, il pourrait produire ses prétendus contrats. Stanley a été un maillon essentiel dans l'obtention de ces traités. Après avoir floué les Africains, le roi entreprend de convaincre les puissances européennes de le reconnaître comme propriétaire de cette vaste colonie africaine. Cette fois, la diplomatie remplace les tours de passe-passe. En 1885, les grandes puissances réunies à Berlin reconnaissent la rive gauche du fleuve Congo comme une zone commerciale internationale, propriété du roi. Aucun Africain n'est convié. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin. Léopold II, roi de Belgique, n'était pas présent à Berlin. La conférence accorde à Léopold tout ce qu'il demande. La façon dont le roi Léopold a réussi à duper les grandes puissances à l'époque est tout à fait remarquable. Il leur avait promis que l'accès au commerce serait libre et que si des bénéfices étaient réalisés, ils profiteraient à tous. Certains pays se sont mordus les doigts de lui avoir accordé tout ce qu'ils voulaient, mais il était trop tard.
le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. Afin de faire respecter sa loi, le souverain crée une armée qui comptera jusqu'à 16 000 hommes. Les soldats sont équipés de fusils modernes, de fabrication belge. Le romancier Joseph Conrad remonte le fleuve Congo en 1890. Son livre, Au cœur des ténèbres, est né des événements dont il a été témoin dans l'État indépendant du Congo. Ils attrapaient tout ce qu'ils pouvaient, afin de ne pas en perdre une miette. C'était un pillage avec violence, un meurtre aggravé à grande échelle, propre à ceux qui s'attaquent aux ténèbres. Bango bazaki na mindoki okoki kobunana ye te bakobete bino masasi lokola nyama koboma bato ebele bakovanda ndako te bakovandaka obele kuna boyi na zamba lokola nyama. La terreur et le travail forcé font partie intégrante des plans du roi pour faire du Congo un pays lucratif. Pour administrer son nouveau territoire, Léopold nomme des responsables à Bruxelles et installe un gouverneur général au Congo. En réalité, c'est lui qui dirige tout. Ses agents et ses soldats exécutent ses moindres désirs. La conquête de la terre, qui implique le plus souvent de la ravir à des hommes à la peau différente, ou dont le nez est légèrement plus aplati que le nôtre, n'est pas une belle chose quand on y regarde de plus près. Malgré la présence des soldats de Léopold et les conditions de travail dignes du goulag, le Congo ne rapporte pas assez et entame sérieusement les finances de Léopold II. À mesure que les mois passent, l'exaspération du roi augmente. Léopold est toutefois sauvé par le commerce de l'automobile et de la bicyclette. L'invention du pneu par John Dunlop, un vétérinaire écossais, fait exploser la demande en caoutchouc, et le Congo en regorge. Dans quelques années, les plantations asiatiques et sud-américaines représenteront une forte concurrence. En attendant, le roi tient le marché à lui tout seul. Plus il fournit de caoutchouc en Europe avant l'émergence des plantations concurrentes, plus il s'enrichit et plus les cadavres s'amoncellent. Léopold II alliait l'esprit d'un homme d'affaires, d'un entrepreneur, avec celui d'un politicien mégalomane. Les deux allaient de pair à cette époque. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la puissance économique et la puissance politique étaient intimement intriquées. Pour être quelqu'un, il fallait être très riche. C'est pour cette raison que Léopold exploitait le Congo. Pour tirer un maximum de richesse de sa nouvelle possession, Léopold augmente sans cesse la violence. Les villageois se voient imposer des objectifs monstrueux. Le moindre refus ou l'incapacité à atteindre les quotas fixés donne lieu à de terribles châtiments. Le règne de la terreur est ouvert. « 10 avril 1895. 6 indigènes tués.